Donc, bonsoir tout le monde. Merci infiniment d'être ici ce soir. Je sais que c'est le temps que vous êtes très occupés, c'est le temps des fêtes. On est beaucoup de préparation, achat de cadeaux. Donc, j'ai vraiment reconnaissante que vous êtes là. Mais j'espère vraiment que vous allez trouver les informations que vous allez recevoir aujourd'hui très intéressantes et vraiment nécessaires. Donc, comme je dis, ça va être le premier webinaire que je lance dans la série La richesse et la santé. Et pourquoi les deux? Parce que je trouve que ces deux, comme vous connaissez, je suis courtier immobilier et aussi instructeur de fitness. Alors, c'est deux mes passions et j'aimerais vraiment vous aider dans ces domaines-là. J'ai décidé, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire la première webinaire maintenant en 2023 et pas attendre à 2024 parce que pour vrai, c'est vraiment urgent. Et pourquoi c'est urgent? Moi, je travaillais dernièrement avec plusieurs premiers acheteurs ou les gens qui sont en location. Ils ne connaissent pas les CELEAP. Alors, si on le ouvre en 2024, si par exemple on fait le webinaire en 2024, la partie des cotisations qu'on peut faire en 2023 va être perdue. Donc, ça va dire qu'on ne peut pas aller en arrière. Et ici, on part des 8 000 par personne. Donc, si on est couple, c'est 16 000 par année. Et je trouve que c'est un gros impact significatif pour les gens qui veulent acheter dans l'avenir proche. C'est pourquoi j'ai décidé on fait la première webinaire qui, je trouve, la plus urgente et on fait ce webinaire aujourd'hui. Alors, pour débuter, j'ai préparé un petit quiz. Je veux que ça va être interactif avec vous. Donc, c'est quelque chose de très général, mais j'aimerais bien savoir vos connaissances comme premier acheteur. Dans votre chat, vous allez trouver le lien des... J'ai envoyé le lien dans le chat. Donc, s'il vous plaît, rentrez dans le chat. C'est quelques questions que vous allez remplir et par après, on va regarder ensemble les résultats de ce chat et on va discuter. Donc, prenez quelques minutes et on va regarder ensemble les résultats. Si quelqu'un a des difficultés, juste laissez-moi savoir. J'espère que tout le monde voit le chat. OK. On va regarder. OK. Donc, on a 8 personnes qui ont participé. Alors, on va donner une seconde pour les restants s'il y a quelqu'un d'autre qui veut participer au sondage. Et on va regarder ensemble les résultats parce que je trouve que c'est très intéressant pour vous aussi de savoir. Si on part, euh, on va commencer de regarder ensemble les résultats de notre sondage, une petite quiz. La première question, c'est savez-vous quelle est la mise de fonds minimale requise pour l'achat d'un immeuble au Québec? Donc, je vois qu'il y a 20 et ils pensent que c'est 25. On est 63 qui pensent que c'est 5 et 13 qui pensent que c'est 10. Donc, la question, ça dépend. La réponse, c'est ça dépend. Oui, si on achète un immeuble en bas des 500 000, ça peut être une maison unifamiliale, un duplex, c'est 5 c'est le minimum. Par contre, si on achète un triplex, ça déjà arrive à 10. Et si on achète, par exemple, une multiplex, mais pas propriétaire occupante, c'est 20. Donc, ça dépend. Mais le minimum, si on part d'une familiale en bas des 500 000 c'est vraiment 5. Maintenant, on arrive à la prochaine question. Et ça, c'est très intéressant. Connaissez-vous le programme CELIAP?
Donc, je vois qui 13%. J'ai une idée, mais j'aimerais en savoir plus. Donc, c'est bien que vous êtes là. C'est très important. 13% pensent qu'ils non, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et on est 75%. Bravo, j'ai entendu parler, mais je ne connais pas les détails. Donc, c'est super qu'ils ont fait ce webinaire aujourd'hui. Vous allez trouver beaucoup d'informations très nécessaires pour vous. On arrive à la prochaine. Pensez-vous que le CELIAP peut être bénéfique pour votre projet immobilier? Donc, 13% pensent je ne sais pas, j'aimerais comprendre comment. Et 13%, non, je ne pense pas. 13%, peut-être, je ne suis pas sûre. Donc, Christian, ça va être à toi d'expliquer. Et le 63%, yeah, oui, absolument. On arrive à la prochaine question. Quel type de propriété envisagez-vous d'acheter avec l'aide des CELIAP? Alors, oh wow, 25% c'est une maison individuelle. 38% un duplex ou multiplex. Bravo. D'habitude, quand on achète la première maison, c'est bien de penser au duplex, par exemple, pour ça va être une partie va être payée par le locataire. Donc, c'est quand même une bonne chose pour commencer. Et la 38%, je ne sais pas encore décidé. Super. Donc, on arrive à la prochaine question. Combien de temps pensez-vous épargner dans le CELIAP avant de réaliser votre achat immobilier? Ici, on arrive, 25% pensent 5 à 10 ans, 13% moins de 2 ans et 63% 2 à 5 ans. Donc, ici, c'est vraiment important. Si on parle entre 2 à 5 ans, c'est vraiment l'importance et l'urgence que je parlais avant des CELIAP de l'ouvrir en 2023. Parce que si on le ouvre en 2023, on va avoir extra 4 ans pour cumuler le maximum de CELIAP possible. Parce que c'est 5 versements, 5 cotisations qu'on peut faire. Donc, si on les fait en décembre, dans les prochaines 4 ans, on va finaliser 40 000 par personne, qui je trouve c'est très important. Donc, c'est bien que vous êtes là. Ça va être pas long, mais c'est une petite présentation. Ça va être pas sur le CELIAP, mais je trouve que c'est vraiment important. J'ai participé à un événement, un grand événement qui, je pense que c'est la plus grande en immobilier au Québec. C'était Fenêtre Immobilier et on a fait le sondage concernant intention d'achat à Québec. Donc, le sondage a été fait sur 4162 participants et c'est très intéressant à voir. Vous voyez ici, on est 4 ans, 2022, 2021, 2022, 2023. Donc, chaque fois, on pose la même question aux gens. Donc, c'était très intéressant de voir parce qu'on voit sur Média que les gens disent que les gens ne veulent pas acheter, ils ne sont pas capables, les prix vont diminuer, mais on voit clairement que l'intérêt des gens de devenir propriétaires, il reste presque la même. Donc, ça diminue un peu. Avant, c'était 25%, mais si on compare 21-22, c'est presque pareil. On reste à 22%. Maintenant, entre ces 22%, on voit que les gens qui veulent acheter au cours des 2 prochaines années, c'est 60%. Donc, les gens sont vraiment en attente. Ils veulent devenir propriétaires. Ils veulent aller en avant. Et si on regarde en bas, 52%, c'est les gens qui veulent acheter au cours de la prochaine année. Donc, la demande existe et ça ne change pas. Maintenant, on allait j'ai vu que le pourcentage était quand même divisé, mais par contre, la plupart des gens, 79% veulent acheter une résidence principale. Donc, le focus vraiment sur résidence principale, 16%, c'est résidence secondaire, comme un chalet. Et on parle de 11% des multiplex, ça peut être duplex, triplex, quadriplex, peu importe. Maintenant, si on continue, comme j'ai dit, la gagnante dans les catégories, c'est maison unifamiliale. Et comme vous voyez, la plupart des gens veulent une maison détachée. La prochaine, c'est une copropriété. Et la dernière, c'est la duplex, triplex, c'est la propriété au revenu.
Maintenant, comme je dis, on est quand même le split entre le propriété neuve et propriété existante, qui la plupart des gens ont vraiment répondu qu'ils veulent acheter une propriété existante. On a plusieurs avantages parce que c'est déjà le quartier qu'on peut voir qui habite, c'est quoi les écoles. Et par contre, c'est aussi côté de prix qui on trouve très, très, très cher dernièrement. Et ça, c'est la partie qui je trouve très, très importante pour vous avoir. C'est les statistiques des gens qui ont acheté en 2023. Donc, 38 ont payé moins de 10 de mise de fonds. Si on part en 10 et 20 c'est 20 20 à 30 c'est 21 et 30 et plus, c'est 8 Donc, en majorité, comme en général, moyenne, c'est 21 de la montagne de mise de fonds. Donc, ça, c'était ma présentation. Si vous avez des questions, je suis toujours là pour vous aider. Et on arrive à la partie de notre ami Christian. Vraiment, on va plonger dans le cœur des sujets des CELIAP et j'espère bien que vous allez avoir les réponses à toutes vos questions. C'est à toi? Bon, est-ce qu'on voit bien l'écran? On va rien. Share. OK, maintenant ça commence. Oui, Tu vois bien? OK. oui. Donc, écoutez, mon nom, c'est Christian Dufault. Je suis conseiller en sécurité financière, planificateur financier et fiscaliste. Je trouvais que c'était important de vous parler du CELIAP. On sait tous comment le marché immobilier, les prix ont explosé ces dernières années et ça devient très difficile pour les premiers acheteurs d'avoir la mise de fonds. Et ce nouveau programme-là, franchement, c'est une chance à ne pas manquer. C'est un beau programme, il peut vous donner de belles opportunités et je vais vous expliquer de quoi il en ressort. CELIAP, c'est quoi? Ben, c'est le compte d'épargne libre d'impôt pour une première propriété. Vous allez voir que cette partie-là de première propriété, ce n'est pas tout à fait exact, là, mais c'est un grand nom qu'on a rapetissé en CELIAP. Donc, c'est tout nouveau comme programme. D'ailleurs, ça a pris un certain temps avant qu'il se mette en place. On l'a annoncé. C'est pas arrivé tout de suite. Les règles n'étaient pas tout à fait bien comprises ou installées pour tout le monde. Mais là, tout le monde est bien en selle. C'est prêt à partir. Ça fonctionne. Donc, on va vous expliquer de quoi il ressort. Je voulais d'abord vous expliquer, à titre de planificateur financier, qu'est-ce qu'on fait dans votre vie. En fait, je suis toujours à la blague, ben, planificateur financier, c'est le Waze de vos finances. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Parfois, c'est des petits éléments qui coûtent cher dans votre vie puis que vous n'avez pas conscience, mais que nous, on connaît toutes les règles. Donc, à ce moment-là, on est en mesure de vous aiguiller correctement. Comme le CELIAP, vous allez voir, on va parler de REER, CELI, CELIAP, RAP et toutes ces choses-là. Il y a des distinctions à faire et finalement, on est probablement les gens les mieux placés pour vous guider à travers tous ces acronymes-là, toutes ces bébites-là qui sont un peu mystérieuses pour beaucoup de gens. Le CELIAP, c'est quoi? Ben, c'est vraiment un nouveau. Quand on s'est rendu compte, quand le gouvernement s'est rendu compte que les acheteurs, les gens qui voulaient acquérir leur première propriété avaient énormément de difficultés à trouver leur mise de fonds. On s'est dit, bon, on va créer un compte pour les aider finalement à accumuler de l'argent à l'abri de l'impôt et essayer d'avoir le plus de mise de fonds possible. Donc, c'est une formule hybride entre le CELI et le REER, là. C'est un petit peu... Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus de détails, Oui, c'est quoi ces problèmes? ce qui est intéressant du CELIAP, c'est qu'on a retenu les meilleurs aspects du CELI et les meilleurs aspects du REER. Je vais vous expliquer. Le CELI, on sait tous que, bon, c'est un compte après impôt, n'a pas de déduction, mais les argents grossissent à l'abri de l'impôt et on retire l'argent sans payer d'impôt. En revanche, on prend des REER pour économiser, pour abaisser notre revenu imposable à chaque année. Donc, le CELIAP nous permet de déduire les cotisations qu'on va mettre dans le programme comme si c'était un REER. Donc, on peut déduire l'argent à l'entrée et on peut sortir sans payer de l'impôt. Et c'est ça qui est fantastique. C'est vraiment très particulier. On ne voit jamais ça dans le régime fiscal canadien. Donc, c'est vraiment une chance inusitée. C'est un beau programme à cet effet-là. Et ça nous rappelle aussi un certain programme qui s'appelait le régime épargne-logement, qui avait été créé par le père de Justin Trudeau en 1974 et qui avait été abandonné par les conservateurs. Mais c'est un régime semblable. Donc,
tel père, tel fils, le père avait créé un régime et le fils a repris un peu la même recette là, pour aider les gens à se procurer une première maison. Le gouvernement, quand il a mis ça en place, pense que finalement, ça devrait procurer à peu près 725 millions de dollars d'argent au cours des 5 prochaines années. Donc, c'est pas rien. C'est pour dire que finalement, c'est quand même un régime qui va porter fruit et qui va aider tout le monde. C'est un compte enregistré auprès de Revenu Canada. Pourquoi enregistré? En fait, on voit toujours régime enregistré d'épargne études, régime enregistré d'épargne retraite, ces choses-là. En fait, quand on parle d'enregistrer, dans le fond, c'est qu'avec votre NAS, votre numéro d'assurance sociale, en principe, chaque fois que des argents sont remis, il y a un relevé fiscal qui vous est envoyé pour vous imposer. Donc, une fois que c'est enregistré, c'est tagué sur votre numéro d'assurance sociale de Revenu Canada, à l'effet que vous ne recevrez pas de relevé fiscal. C'est à l'abri de l'impôt. Vous économisez de l'argent à ce moment-là, il n'y a pas d'impôt à payer. Et c'est pour ça que c'est enregistré, c'est la connotation enregistrée qu'on retrouve dans tous ces programmes-là. Donc, vous allez voir, il y a des avantages fiscaux importants au CELIA. Les conditions pour l'ouvrir. En fait, c'est relativement simple. Vous devez être un résident canadien, avoir un numéro d'assurance sociale et être âgé d'au moins 18 ans. Et le programme, vous pouvez commencer jusqu'à concurrence de 71 ans, mais là, c'est peut-être pas, vous allez voir, c'est vraiment tardif. Il y a des conditions, évidemment. On parlait tantôt de la première résidence et je vous ai dit, ce n'est pas tout à fait vrai. Quelqu'un aussi qui a déjà été propriétaire par le passé peut en bénéficier. Dans la mesure où on n'a pas été propriétaire d'une habitation admissible qui nous sert de résidence, c'est-à-dire qu'on se loge au cours de l'année en cours et des 4 années précédentes. Donc, à ce moment-là, ça fait en sorte qu'on se retrouve, si on prend aujourd'hui, ça veut dire que depuis 2019, vous n'avez pas été propriétaire. C'est ça que ça veut dire. L'année prochaine, on reporte d'une année complète à chaque fois. Et c'est pour dire que vous ne devez pas l'avoir été. C'est-à-dire que vous pouvez avoir vendu votre maison en 2018, avoir été locataire pendant tout ce temps-là, et vous êtes admissible au programme. Ce qui est particulier au programme de CELIAP, c'est qu'il y a 2 tests d'admissibilité. Pas un, mais 2. Un à l'entrée et un lorsqu'on sort l'argent. Et ces 2 tests-là sont assez particuliers. Le premier est très particulier. Au moment de l'ouvrir, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on rouvre un compte? On fait affaire avec un fournisseur de fonds communs, de placement, des choses semblables, et on rouvre vraiment un compte. Et il faut à ce moment-là que le particulier, la personne qui rouvre le compte, habite dans une propriété dont il n'est pas propriétaire. Ni lui, ni son conjoint. Et c'est là la particularité. C'est pas, si j'ouvre un compte aujourd'hui, CELIA, il faut que cette année, les 4 années précédentes, ni moi, ni ma conjointe n'auraient été propriétaires. Et c'est là que des fois, c'est un petit peu difficile. Donc, actuellement, moi, ce qu'on se parle, il ne faut pas qu'on ait été propriétaire depuis le 1er janvier 2019. Vous comprendrez que l'année prochaine, on n'est pas loin de 2024, donc ça va être janvier 2020. On peut se poser la question à partir de là. Qu'est-ce qu'un conjoint? Au niveau fiscal, c'est très différent de conjoint du niveau civil, particulièrement au Québec où le Code civil reconnaît le conjoint, les lois civiles reconnaissent le conjoint comme étant la personne légalement mariée. Par contre, au niveau de l'impôt, c'est autrement. Quand on parle de conjoint, c'est quelqu'un avec, on fait une vie commune, comme un couple, qui vit ensemble depuis au moins 1 an, ou moins que ça s'il y a un enfant qui est né de l'union à ce moment-là. C'est ça qui est le critère de conjoint. Donc, ça inclut le conjoint de fait? Oui, tout à fait. Conjoint de fait, aussitôt, même si on n'est pas marié, dans la mesure où on vit ensemble depuis plus qu'1 an, on est considéré comme conjoint. Et sauf évidemment, comme je dis tantôt, s'il y a un enfant qui est né de l'union, même si ça fait quelques mois qu'on est ensemble et qu'on a reconnu l'enfant comme étant notre enfant, à partir de là, on est quand même au niveau fiscal, au niveau de l'impôt sur le revenu, on est considéré comme étant des conjoints. Tantôt, on parlait résidence.
habitation principale, on dit en haut, habiter. Habiter normalement. Évidemment, quand il s'agit d'un chalet, si moi j'habite le chalet de ma conjointe à temps plein, j'en fais ma résidence, à partir de là, je ne suis et que le chalet appartient à ma conjointe, je ne serai pas admissible. Donc, les chalets en général ne sont pas admissibles de toute façon. Si vous êtes célibataire, évidemment, c'est possiblement la solution la plus simple de toute l'équation. Évidemment, on ne tient pas compte du conjoint. Il y a seulement qu'une condition à tenir en cause. C'est sûrement la situation la plus facile des trois. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher avec le CELIAP? En fait, on va chercher le même montant qu'on irait chercher dans la déduction réelle. Et ça, peu importe le revenu que vous faites dans l'année. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui vont contribuer au REER à chaque année ou de temps à autre. Vous voyez que, bon, sur votre relevé, Revenu Canada, d'avis de cotisation, on vous dit combien vous avez droit. Et ça, c'est un pourcentage, 18 de votre revenu imposable il y a 2 ans à ce moment-là. Alors que dans le CELIAP, on ne se pose même pas cette question-là. On dit, vous avez droit à 8 000, point à la ligne. Peu importe votre revenu, peu importe la source de vos revenus, vous avez droit à 8 000. C'est vraiment simpliste à ce point. Et à l'intérieur du CELIAP, comme dans les REER, comme dans les CI, les argents sont placés, ils rapportent des revenus et ces revenus-là ne sont pas imposables. Ils croissent à l'abri de l'impôt. Ce que Yana disait tantôt, l'importance d'ouvrir cette année un CELIAP, c'est qu'on peut reporter d'une année seulement, jusqu'à concurrence de 8 000 la contribution du CELIAP. C'est-à-dire que si j'ouvre un compte cette année, je pourrais à ce moment-là, l'année prochaine, mettre mon 8 000 annuel, plus la portion que je n'ai pas mise cette année en 2023. Mais on peut faire ça seulement que un 8 000 de contribution. Il est à noter aussi, ça c'est intéressant, on peut contribuer dans l'année qu'on achète. C'est-à-dire que je peux, si par exemple j'achète la propriété, je vois, il y en a, on trouve une propriété, on l'achète, on est en février, je contribue 8 000 dans mon CELIAP, je passe chez le notaire au mois de mai, je ressors de l'argent dans la même année, il n'y a pas de problème. Je déduis le 8 000 de mes impôts, ce qui est vraiment très intéressant. Normalement, souvent, on devait attendre, je pense que vous avez sûrement en tête, ceux qui ont regardé un peu le financement, les RAP, il faut attendre 90 jours, il y a des règles semblables. Mais on ne se pose même pas cette question-là. Donc, c'est beaucoup plus expéditif, beaucoup plus simple. On peut également reporter les cotisations, comme dans les REER, si je décide de contribuer au CELIAP. Mais qu'en faisant mon rapport d'impôt, pour 1001 raisons, je me rends compte que bon, ça ne vaut pas la peine de le déduire. Je n'ai pas eu assez de revenus cette année ou je suis un étudiant, je n'ai pas les revenus suffisants pour réclamer la déduction fiscale. Ben, je pourrais simplement le réclamer dans une année postérieure où je vais avoir des revenus plus élevés ou à ce que je m'attends à avoir des revenus plus élevés. Donc, je ne suis pas obligé de la prendre cette année. Donc, ça va dire, puis on peut rapporter juste l'année suivante, on peut rapporter dans Non, plusieurs années par après. plusieurs années. Plusieurs années. On peut rapporter le montant, là, la déduction d'impôt. C'est ça que quand je dis reporter, c'est la déduction d'impôt inutilisée dans les années qui suivent sans problème. Le maximum qu'on peut aller chercher, c'est 40 000 à vie. C'est one shot. C'est-à-dire que ce 8 000 maximum par année, si je mets le maximum pendant 5 ans, ça va faire 40 000 à ce moment-là que je peux aller chercher, plus les rendements qui vont être générés à l'intérieur du programme CELIAP. Donc, ça va dire qu'on peut mettre l'argent en décembre 8 000 et les prochaines années, par exemple, en janvier, on va mettre 8 000 Ouais, supplémentaires. Et voilà. en janvier, dans 4 ans, on va avoir le maximum de 40 000 par personne pour le mise de fonds. Sur une base de 5 ans. Il faut bien comprendre que l'avantage aussi de CELIAP, c'est que ne faut pas oublier que c'est déductible d'impôt. C'est-à-dire que si dans le cadre de votre travail, de toute façon, si vous avez un emploi, votre employeur est obligé d'avoir des déductions à la source. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de choix. Les règles imposent que l'employeur vous enlève de l'impôt sur votre salaire pour vous donner un salaire net. Mais c'est sûr qu'en faisant votre rapport d'impôt, vous allez récupérer un montant. Donc, vous allez pouvoir réintroduire le montant que vous avez économisé
dans votre CELIAP ou le mettre dans un CELI temporairement pour le transformer le reporter en CELIAP par la suite, tout simplement. Donc, c'est des options, il y a beaucoup d'options qui s'offrent à ce moment-là. Il y a une chose qui est particulière, contrairement au REER, parce que comme on entend souvent parler, vous allez voir, là, on va rentrer là, en début d'année 2024, la publicité, vous allez être inondé de publicité pour les REER à gauche et à droite. Là. On entend parler à profusion, tout simplement, parce qu'on donne 60 jours de la nouvelle année pour contribuer au REER. Le CELIAP, ce n'est pas le cas. Ça fonctionne sur la base de l'année civile, c'est-à-dire que 2023, 31 décembre, la portion inhérente à 2023 doit être payée d'ici 31 décembre. Et l'année prochaine, 31 décembre 2024, il n'y a pas de 60 jours, si vous voulez. Donc, c'est quand même en tenir compte parce que c'est là qu'on peut être confus entre les règles REER et CELI et CELIAP. On peut penser que c'est identique, mais non, les règles sont vraiment pas identiques. Une autre question, le RAP, d'habitude, si on l'utilise, la 35 000, il faut les rembourser pendant 15 ans. Ouais, Donc, est-ce que la CELIAP... je vais le voir un petit peu plus loin. Il y en a, vous allez voir, c'est effectivement, c'est une des grandes comparaisons. J'ai dressé un petit tableau entre les deux, là. Vous allez voir, là, on va y voir plus amplement. Super. Quand on parle d'une habitation admissible, parce que c'est ça, là, à ce moment-là, il faut acheter une propriété admissible. C'est quoi une propriété admissible? C'est le lieu où l'on dort normalement, où on vit normalement, où on a nos possessions, où on reçoit notre courrier, où est-ce qu'on réside habituellement. C'est l'endroit où est-ce qu'on vit le plus souvent. On peut se promener à travers le monde pas mal, là, mais on peut travailler à gauche et à droite et passer une partie de notre vie dans un avion, mais c'est vraiment l'endroit où on dort le plus souvent pour rencontrer nos amis, avoir de la famille. Et souvent, c'est l'endroit où alentour notre famille s'y trouve. Est-ce que ça peut être un chalet? Non, ce n'est pas un chalet. Un chalet, c'est une résidence secondaire. Tandis que là, on parle vraiment de la résidence principale. Le chalet est vraiment exclu du concept. Ça pourrait être intéressant, mais ce n'est pas l'endroit où est-ce qu'on y vit normalement. Le type d'habitation, bien évidemment, c'est un logement-habitation situé au Canada. C'est soit une résidence, une maison unifamiliale, en rangée. Ça peut être même des habitations mobiles, des maisons usinées modulaires qui se trouvent dans des parcs de maisons mobiles. Ça peut être un condo, ça peut être un plex, un duplex, triplex, jusqu'à simplex, mais il faut qu'on ait un logement dans le plex en question. On ne peut pas ne pas l'habiter. Il faut vraiment qu'on l'habite pour qu'il soit admissible. Et ça inclut, ça, on voit plutôt rarement ça, là, une part sociale dans un complexe de coopérative d'habitation. Ça, on parle toujours de neuf ou d'existant, d'usager comme propriété, c'est-à-dire qu'on ne met pas, il n'y a pas de discrimination vis-à-vis un ou à l'autre. L'important, c'est vraiment qu'il faut qu'on l'habite comme tel. Notre fameux deuxième test d'admissibilité. Je l'ai dit tantôt, il y a deux tests. Un, quand on remplit le formulaire, on signe le document pour des formulaires pour créer, pour embarquer dans le CELIAP comme tel pour adhérer. Il y a un test que je vous ai dit tantôt. Le test, c'est que soit moi ou ma conjointe, cette année et les 4 dernières années, on n'a pas été propriétaire. Par contre, quand on arrive dans le deuxième test, qui est le moment du décaissement, là, on a acheté la maison, Yana nous a trouvé de quoi, on est prêt à acheter, on est super content, on a l'argent, on a la mise de fonds. À ce moment-là, le conjoint n'apparaît plus. Il n'y a pas de problème. On peut, à ce moment-là, avoir rencontré quelqu'un en cours de route, s'être séparé, avoir rencontré quelqu'un en cours de route qui est propriétaire, et c'est pas grave. C'est seulement la personne qui est le titulaire du CELIAP qui est la personne concernée par le deuxième test. On ne parle plus de conjoint à partir de là. Donc, ça allège pas mal les choses. De toute façon, on sait bien qu'aujourd'hui, les couples, ça ne dure peut-être pas aussi longtemps qu'autrefois. Donc, ça fait en sorte que bien souvent, entre le moment où on commence le CELIAP puis le moment qu'on achète, qu'on décaisse, ben, notre vie peut avoir changé considérablement. Donc, j'ai deux exemples. C'est sûr que le célibataire en question, lui, c'est le plus simple. Lui, bien, c'est un CELIAP. Et avant d'avoir un conjoint de fait ou être marié,
il est seul, ben, à ce moment-là, c'est sûr que lui, il n'y a aucun problème. Il peut cotiser au CELIAP à l'intérieur et acheter sa première maison, pas de problème. Par contre, si j'avais un conjoint au moment de l'ouverture de mon CELIAP, qui elle n'avait pas, je l'ai ouvert avec elle, parce qu'elle non plus n'était pas propriétaire dans les 4 dernières années, je l'ouvre, je dépose mon 8 000 et l'année suivante, ben, ça va pas trop bien dans notre couple, ça tire de la patte, et on se sépare. Je continue à contribuer pareil à mon CELIAP, comme si de rien n'était. Et dans les années suivantes, je rencontre quelqu'un et c'est le grand amour à ce moment-là. On décide de faire un bout de chemin ensemble, d'acheter une propriété. Même si elle est propriétaire, même si cette personne-là est propriétaire d'un chalet, d'une résidence, d'habitation, quoi que ce soit, ça n'a aucune importance. Je vais pouvoir, moi, à titre de propriétaire d'un CELIAP, décaisser le CELIAP et être admissible aux règles. Pourquoi c'est important? Parce que si on n'est pas admissible, ben, c'est parce qu'on est plus que décaissé. À ce moment-là, on peut payer de l'impôt sur le montant qui est à l'intérieur. Donc, il y a toutes sortes, on peut transférer des REER, d'indemniser et tout. Ça devient un pas mal plus compliqué. On ne veut pas se faire, on veut pas avoir des problèmes avec l'impôt, évidemment. Et on veut décaisser en paix, donc, et servir des argents qui sont là. Donc, c'est de respecter les tests. Comme je vous dis, le premier, c'est vraiment le test le plus difficile à respecter à l'entrée et à la sortie des fonds, ben ça, il y a plus ou moins de problèmes, là. On n'a pas cette difficulté-là, la question du conjoint, là. C'est toujours une règle. C'est une règle un peu particulière, je dois avouer. Les retraits admissibles, ben, à ce moment-là, c'est le retrait pour la première habitation. Et il est à noter aussi que le retrait en question, je ne vais pas rentrer dans les règles trop techniques non plus, là, mais si on a déjà l'argent pour la mise de fonds, on n'est pas obligé de l'envoyer chez le notaire pour la mise de fonds. On peut faire d'autres choses avec, là. L'important, c'est qu'on achète une propriété, il faut qu'il y ait une convention de signer, un contrat de signé, qu'on puisse prouver à ce moment-là qu'il y a l'achat d'une résidence et on fait ce qu'on veut avec les montants qui sont dans le CELIAP. On les sort libres d'impôt. C'est non imposable, contrairement au REER, et c'est ça qui est vraiment extraordinaire, c'est-à-dire qu'on l'a déduit, je vous rappelle, on l'a enlevé de notre revenu imposable. C'est-à-dire qu'on a reçu un retour d'impôt parce qu'on a acheté ça, ce qui est très bien en soi, mais on le sort et on n'est pas imposé. Donc, c'est le côté fantastique du CELIAP, là, c'est la grande chance qu'il y a. Donc, c'est vraiment intéressant. Et contrairement, en fait, ce que Yana disait tantôt, c'est contrairement au RAP, on n'a pas de remboursé. Le RAP, c'est un REER qu'on se sert pour acheter notre résidence jusqu'à concurrence de 35 000, mais on est obligé de le rembourser. C'est un prêt qu'on se fait. C'est un prêt que notre REER nous fait à soi-même. Donc, il faut le retourner, ce qui n'est pas le cas à ce moment-là avec le CELIAP. On n'a pas, il n'y a pas de délai non plus. Comme j'expliquais tantôt, un RAP, ben, il faut l'avoir au moins 90 jours avant de pouvoir décaisser les fonds. Des fois, c'est un peu compliqué quand on planifie d'aller chez le notaire, puis le vendeur est pressé et tout ça. On a des délais, on joue avec les délais là-dessus. Mais là, avec le CELIAP, on n'a pas de problème. On peut prendre un CELIAP hier puis débourser aujourd'hui chez le notaire. Donc, il n'y a vraiment pas de difficulté, là. Il n'y a pas, il y a pas de conditions particulières. Donc, ça va dire que chacun de nous peut avoir un compte CELIAP et Ouais. un RAP. Donc, on peut avoir mise de fonds de 75 000 chacun pour le moment qui on veut devenir le propriétaire. On a la possibilité quand même d'avoir une grosse mise de fonds qui, Ouais. finalement, ça va réduire notre paiement d'hypothèque qui la plupart des difficultés sont là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. J'ai dressé, puis je vais vous donner le petit chiffre magique tantôt. Vous allez voir, c'est quand même pas mal intéressant. Puis qu'est-ce qui arrive si on n'achète pas? Ben écoute, c'est 15 ans, hein, le CELIAP, la durée de vie d'un CELIAP, là, évidemment, on l'a peut-être pas mentionné tantôt, mais 15 ans, c'est quand même assez long. Si après 15 ans, on a décidé que n'achète pas, oh, ça me tente pas, je suis bien locataire finalement. Ben, il n'y a pas de problème. On peut tout simplement le transférer à son REER ou à son frère si on est rendu à la retraite, hein. Il y a des dispositions particulières qu'on transfère le CELIAP. Si on a 40 000 dans le CELIAP et on n'a rien acheté, on peut le transférer dans notre REER à ce moment-là, libre d'impôt. Ça n'enlève pas d'espace REER sur ce qu'on avait déjà ou les montants limitatifs qu'on a sur notre avis de cotisation. Ça ne rentre pas en conflit.
C'est bien sûr, par contre, que quand on va leur sortir à titre de REER ou de FER, ben, c'est imposable comme l'est normalement. Il redevient un REER comme tel. Ça devient imposable, tout simplement. Mais d'habitude, quand on est dans retraite, donc notre taux d'imposition va être plus bas, donc on peut quand même avoir Normalement, des oui. Oui, avantages. tout à fait, tout à fait. Le faire à ce moment-là, on devrait en principe avoir moins de revenus au moment du décaissement du fer que lors de notre vie active, là. C'est la planification qu'on en fait. Comme on disait tantôt, ben, le CELIAP et le RAP peuvent très bien vivre ensemble. On peut très bien tirer profit des deux. À ce moment-là, on tire le maximum des règles admissibles. C'est quand même pas mal intéressant. Donc, CELIAP, c'est plafonné à 8 000 par année. Maximum 40 000. Et il y a plus les rendements, il ne faut pas oublier ça, là. Au moment qu'on décaisse, c'est probablement pas 40 000, c'est probablement plus 45, 46, suivant les véhicules de placement qu'on a pris. Le montant devient intéressant. Peut même, écoutez, si on a accumulé jusqu'à 50 000, c'est quoi le problème? Ne pas. Ne pas du tout. Contrairement au RAP, on est limité à 35 000 points à la ligne. Pas un sou de plus. Tandis que le CELIAP, c'est ça l'avantage. On met de l'argent dedans, il profite, il nous rapporte. Et lorsqu'on le sort, bon, on sort le maximum. C'est sûr, quand on le sort, on doit le fermer, par contre. C'est un one-shot day la vie. Ça arrive seulement qu'une fois dans notre vie. Et à partir de là, une fois qu'on l'a décaissé, il se ferme et on ne peut plus l'utiliser. Et comme j'insistais tantôt, il n'y a pas de remboursement, ce qui est vraiment la beauté de la chose. Le RAP, ben, comme je vous dis, on peut utiliser les deux. Il n'y a pas de limite annuelle, sauf les cotisations réelles, parce qu'en fait, le RAP, c'est l'utilisation de votre REER pour acheter pour acheter une habitation. Il n'y a pas de limite, sauf le 18 ce que votre avis de cotisation vous dit ben, que vous pouvez mettre. Puis vous prenez votre REER, c'est-à-dire que vous prêtez l'argent à vous-même pour acheter votre résidence. C'est 35 000. Peu importe si vous avez fait des années fantastiques, puis qu'en principe, votre 35 000, vous avez mis dedans, il en vaut 50, c'est 35 points à la ligne, contrairement au CELIAP, que si ça a bien été, puis que vous êtes rendu à 50 000, vous allez pouvoir vous servir de 50 000 sans aucun problème. Le RAP, ben, il faut le rembourser. On a 15 ans pour le rembourser, donc c'est ça. Par contre, le RAP, ben, on peut, dans certaines circonstances, l'utiliser dans les cas de séparation, divorce, ces choses-là. Donc, il est possible de le retourner plusieurs fois, alors que le CELIAP, lui, c'est vraiment dédié sur qu'une seule fois. Donc, si on est moindrement malin, et surtout si on a la liquidité, et qu'on profite des deux, ben écoutez, si monsieur met 40 000 de CELIAP, madame met 40 000, on va chercher chacun notre RAP au maximum, 35 000, ben on est rendu à 150 000 de mise de fonds. C'est quand même un très beau montant à ce moment-là. Ça réduit pas mal l'hypothèque. Ah oui, c'est ça. C'est quand même, c'est quand même très, très intéressant. Ah oui, certainement. Et maintenant, ah oui, OK. En fait, pourquoi contribuer puis déduire? En fait, autrefois, par le passé, on utilisait beaucoup le REER pour abaisser notre revenu, payer moins d'impôts. Aujourd'hui, les paliers fiscaux sont assez près. Ce qui change beaucoup aujourd'hui, la fiscalité, c'est les charges socio-fiscales, c'est-à-dire toutes les contributions qu'un couple, le revenu familial total, doit donner pour payer diverses choses ou perdre des avantages de la location familiale. On se rend compte que finalement, des fois, il y a des gens qui, en bout de piste, même s'ils gagnent moins de revenus, ils peuvent faire 20 000 de moins qu'un autre couple, vont payer pratiquement autant d'impôts à cause des charges, ce qu'ils vont perdre comme avantage, les charges socio-fiscales. Et c'est là qu'on utilise beaucoup de REER aujourd'hui. Et on peut se servir tout à fait du CELIAP pour avoir le même but. Vu que c'est des types d'impôts, ça nous donne la chance d'aller chercher le maximum des avantages sociaux qu'on peut avoir de toute nature, finalement, avec le gouvernement, ce qui est au niveau d'une famille.
CELIAP de conjoint, comme on a des REER de conjoint, est-ce que CELIAP de conjoint existe? Non, ça n'existe pas. Par contre, quand on a bâti le programme, le gouvernement il a prévu spécifiquement que on pouvait donner, un conjoint pouvait donner à l'autre le montant nécessaire pour contribuer au CELIAP. C'est une règle, c'est très particulier parce qu'au niveau de l'impôt, je vous dirais, les transactions les plus difficiles qu'on fait, c'est des transactions avec notre conjoint. On est toujours présumé, la loi présume qu'on trafique les montants puis qu'on triche un peu. Donc, il y a toutes sortes de règles particulières, ce qu'on appelle les règles d'attribution, qui font en sorte que l'autre est automatiquement taxé, puis en tout cas, ça devient assez complexe. Par contre, dans le CELIAP, on a prévu expressément que tout ça, toute cette histoire-là ne s'appliquait pas, que le conjoint, un pouvait prêter à l'autre pour participer, il n'y a pas de difficulté. La même chose, c'est sûr que des proches peuvent nous prêter sans intérêt, sauf que, bon, là, il y a toujours la question du rendement. La personne doit s'imposer. Normalement, devrait avoir un taux d'intérêt, devrait s'imposer, évidemment, quand ça se sait. Est-ce qu'on peut ouvrir un CELIAP même si on n'a pas l'intention d'acheter? Oui, tout à fait. On n'est pas sûr d'acheter, là. On peut ouvrir là, demain matin un CELIAP, puis oui, mon intention d'acheter, bien, comme il y en a montré tantôt dans les diapos, je peux être intéressé d'acheter dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je peux le déduire. Je peux embarquer dans le programme tout de suite et bénéficier de ça dans la mesure où je respecte surtout le premier test d'admissibilité. Alors, c'est la même chose qu'un REER, mais beaucoup plus souple à ce moment-là. Puis ça me donne la chance d'accumuler les montants dans le temps. Je pense que c'est C'est une. toujours mieux être préparé. Ouais, c'est vraiment une chance unique d'embarquer dans le système puis d'en profiter. C'est rare que ça arrive. Il y a un autre aspect aussi pour qui Ciliap est intéressant, on n'en parle pas assez souvent, c'est que les gens qui sont en entreprise, qui ont des petites entreprises, souvent vont se rémunérer via un dividende plutôt qu'un salaire. Et les dividendes ne donnent pas droit à une contribution réelle. Mais là, le CELIAP, il ne fait pas ces distinctions-là. Il dit, peu importe ce que tu fais dans la vie, on t'accorde une déduction jusqu'à 8 000 Donc, quelqu'un qui est un entrepreneur qui se paye via des dividendes pourrait très bien embarquer déduire le CELIAP de son revenu, ce qu'il pourrait normalement pas faire. Ça lui donne une opportunité supplémentaire de jouer avec l'impôt, ce que nous, les planificateurs financiers, on raffole. Donc, évidemment, je vous disais tantôt, c'est sûr que, bon, il y a beaucoup de nouveaux arrivants au Québec, au Canada. Donc, est-ce que ces gens-là peuvent bénéficier de ce LIAP? Tout à fait. Une personne, dans la mesure où quelqu'un respecte les règles tantôt que je vous ai dit, qui a un numéro d'assurance sociale, qui a établi sa résidence principale ici, c'est-à-dire que c'est l'endroit qui vit le plus souvent, que toutes ces choses y sont. Souvent, c'est des liens familiaux aussi, quand ton environnement fait en sorte que sa famille est là et que la personne vit définitivement ici. Elle peut à ce moment-là cotiser éventuellement, ben, avoir un retrait et s'acheter une propriété. L'important, c'est que la personne réside ici lorsqu'elle fait le retrait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un retrait pour acheter une résidence à l'étranger. Il faut vraiment que la résidence soit ici au Canada. Sinon, ben, il y a toutes sortes de règles pour imposer évidemment le montant. Ça, on y échappe pas. Donc, comme vous pouvez voir, je parais peut-être un peu entiché de ça. Je dois vous avouer que si j'avais pas de maison et que j'étais locataire, j'embarquerais dans le système, c'est sûr. C'est vraiment un excellent programme. C'est rare que des chances comme ça se présentent, que le gouvernement est généreux de la sorte. On ne sait jamais ce qu'un prochain gouvernement va décider un jour. Donc, c'est quand même intéressant d'y participer. Puis, de toute façon, comme je vais vous expliquer tantôt, le pays des scénarios, on n'ajoute pas, mais on le transfère dans notre REER. C'est-à-dire qu'on n'a rien perdu à ce moment-là. On s'est juste gardé une carte de plus dans sa manche pour pouvoir s'en servir le moment venu, puis acheter, avoir une meilleure mise de fonds, puis payer le moins de coûts à gauche et à droite, c'est toutes sortes de programmes d'assurance à cet effet-là. Donc, ça combine vraiment les plus beaux côtés du REER puis du CELI. Donc, ça aide beaucoup. La seule chose, évidemment, ben, il faut toujours avoir dans la tête que c'est 15 ans. Pour la durée de vie du programme, c'est 15 ans, mais en fait, en 15 ans, il y a beaucoup de choses qui se déroulent. Donc, on peut en bénéficier.
Je voulais quand même toucher avec vous autres quelques mythes. Euh, Parce que c'est sûr qu'on a toujours l'impression qu'il y a un paquet de choses qui n'existent qu'à travers les banques, les caisses, mais ils n'ont pas l'exclusivité des CELIAP. Il y a un paquet de compagnies de fonds communs très reconnues, très bonnes dans le marché, qui vous offrent les CELIAP. Vous n'êtes pas obligé de passer à travers d'une banque ou d'une caisse, loin de là. D'ailleurs, aujourd'hui, la majorité des compagnies là. Euh, donc, c'est important. Et la même chose pour l'assurance vie et l'assurance dette. Écoutez, beaucoup de gens, évidemment, c'est facile. On a signé le prêt hypothécaire. On signe ici, signé là, une petite initiale là, une petite initiale ici, tout est réglé. Mais en bout de piste, on ne se rend pas compte, mais ces programmes d'assurance vie-là que les banques, les prêteurs nous offrent, c'est pas d'excellents programmes, c'est pas de bons programmes. On se fait prendre dans le détour. Souvent, vous changez de prêteur ou vous renouvelez votre prêt. À ce moment-là, les taux, ils changent. Si votre état de santé a changé, vous pouvez très bien ne plus devenir assurable. Et c'est la même chose pour la question d'assurance dette. Il y a des produits réguliers qui vous garantissent des primes vont être bétonnées pendant des années. Puis une fois que vous êtes dans le système, tant que vous payez la prime pour l'assurance, l'assureur ne peut pas vous sortir du système. Alors que bien souvent, avec un programme d'assurance hypothécaire, on est coincé, souvent on se fait sortir par la force des choses. Donc. C'est une erreur. Si vous avez une chance, passez pas par là. D'autant plus qu'il n'y a pas de secret là-dedans, hein. Une banque ou une caisse, quand ils vous ont, euh, quand ils vous ont vendu plus que trois services, ils savent très bien que partir de là, ça peut être assez compliqué. Donc, aller renouveler votre hypothèque, ça vous donne moins de choix à ce moment-là. Et les institutions le savent très bien. Donc, c'est ça l'intérêt qu'ils ont de vous offrir le plus de services possible. Sortir de l'institution, ça devient par la suite un peu complexe et ça vous laisse moins de choix, en fait. Ça faisait le tour de la question. J'espère que ça vous a éclairé. J'espère que ça vous a donné une meilleure perspective du CELIAP. J'espère surtout que ça vous a donné le goût d'embarquer, parce que c'est un beau programme. Ah Puis, oui. au prix que coûtent les maisons aujourd'hui, écoutez, profitez-en, là, sérieusement, là. C'est un vrai cadeau des gouvernements et selon les sondages, j'ai pas continué avec le sondage, mais la plus difficulté que les gens trouvent dans dans l'idée de devenir propriétaire, c'est vraiment le paiement d'hypothèque avec le taux d'aujourd'hui et l'avoir, le mise de fonds nécessaire. Parce qu'ici, on part des maisons de 500 000, 5 c'est quand même 10 000 dollars. Donc, c'est quand même les gens qu'il faut les trouver à quelque part. Donc, c'est pourquoi pour le premier acheteur, c'est quand même compliqué. Je trouve que c'est vraiment un cadeau de gouvernement qu'on a ce programme. C'est pourquoi je décidé que c'est très important pour tout le monde vraiment de participer et de la utiliser comme il faut parce que ça donne beaucoup, beaucoup d'avantages partout. Maintenant, j'aimerais bien, vous pouvez ouvrir vos micros. J'aimerais bien, mettez vos questions dans le chat ou vous pouvez ouvrir vos micros et poser les questions si vous l'avez. OK. Est-ce que tu vois les questions? Je ne les vois pas, moi. Moi, je peux le voir dans le chat, je pense. Guys, est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce qu'on a été si clair que ça? Ouais, je pense que oui, mais si quelqu'un a des questions, c'est le temps de les poser. OK, on a une question. Avez-vous un scénario de contribution possible dans 10 ans, par exemple? Ben, OK. écoutez, vous pouvez, 10 ans, vous pouvez contribuer. Écoutez, le plafond, c'est 40 000. Que vous mettiez 4 000 par année, ou une année 4 000, une autre année 8 000, une autre année 6 000. Évidemment, comme je vous dis, dès le départ, si n'oubliez pas qu'en mettant contribuant au CELIAP, vous allez avoir un retour d'impôt. Donc, idéalement, vous prenez ce montant-là et vous allez le remettre pour la nouvelle année. C'est-à-dire que si vous mettez un montant cette année, vous allez avoir au mois d'avril un remboursement du gouvernement que vous pouvez retourner contribuer dans votre CELIAP. Si vous êtes imposé, par exemple, à 30 puis vous avez mis 8 000, vous allez récupérer 2 400 à ce moment-là, 2 400, 2 500, dépendant de votre taux d'imposition.
Donc, c'est quand même intéressant. Vous avez tout de suite une passe gratuite pour une partie du CELIAP de la nouvelle année. Donc, c'est très intéressant. OK. Une autre question. Si on achète, on doit y habiter. Bien entendu, c'est habiter normalement. C'est la règle. C'est Comme je vraiment disais résidence tantôt. principale. Ouais, c'est ça. Comme vous pouvez acheter un duplex, un triplex, mais vous allez être obligé d'habiter un des logements en question, ça c'est sûr. Donc, c'est ça pour les, comme je dis, pour les premiers acheteurs qui, je trouve, c'est vraiment un bon choix d'acheter une duplex ou triplex parce qu'on se limite à 5-10 de mise de fonds, mais une partie va être payée par le locataire. Donc, on peut l'utiliser comme Ouais. CELIAP, comme la mise de fonds dans ce cas-là. Oui, puis on calcule pas la contribution de CELIAP au prorata du nombre de logements. On vous dit, vous l'utilisez à 100%, il n'y a pas de problème. OK. Les autres questions, guys? On va donner une seconde. OK. En fait, pour ajouter un petit peu à ce qu'on a expliqué tantôt, si vous avez déjà des programmes REER, puis vous êtes locataire, vous devriez ouvrir un CELIAP. Au lieu de contribuer à votre REER, vous allez avoir le même montant de déduction fiscale. Donc, il y a pas de problème, c'est un avantage. Au lieu de déduire dans le REER, vous allez déduire dans le CELIAP. Donc, c'est sûr, par contre, votre employeur n'offrira pas de CELIAP parce que ce n'est pas la même nature de programme. Le collectif ne fonctionne pas là-dedans. Lynn, t'es en mute. Tu peux parler? Est-ce que vous m'entendez? Parce que je ne Ah suis oui. pas. Ça va être plus simple que d'écrire un chapitre. J'essaie juste de comprendre, parce que là, vous avez dit on peut cotiser 5 000 une année, 4 000 un autre, 3 000 un autre, puis jusqu'à concurrence de 40 000 sur 15 ans. Ouais. Et c'est quoi l'histoire du reporter d'une année seulement le 8 000? Je ne comprends pas que, je veux dire, si mettons, je rouvre un CELI, moi, c'est pour ma nièce, elle rouvre en 2023. Elle peut contribuer jusqu'à un maximum de 8 000 cette année. Ouais. Mettons qu'elle en met 7. En 2024, elle peut juste aller récupérer le 1000 qu'elle n'a pas mis l'année passée. Plus 8 000. Non, en fait, ce que je parlais tantôt, on n'est pas obligé d'utiliser dans une année. Je prenais par exemple, si votre nièce est encore aux études ou elle travaille dans un système coopératif à l'université ou quoi que ce soit, puis qu'elle ne fait pas le revenu suffisant pour déduire le plein montant, ça ne vaudra pas la peine. Elle pourrait très bien le reporter dans une autre année, c'est ça que je veux dire. Reporter, vous voulez dire juste l'appliquer dans mes Contre impôts. l'impôt, contre l'impôt, Je peux contre l'impôt. contribuer, mais pas Mais aller chercher pas l'appliquer sur mes impôts. on peut le faire une année postérieure à ce moment-là. OK, parfait. Est-ce que ça répond à votre question? Je pense que oui. Ça va rentrer un moment donné. OK. Il y a les autres questions, guys? Je pense qu'on n'a pas eu les autres questions. Donc, Christian, si on veut ouvrir un compte CELIAP, comment on le fait? Comme j'ai compris, si moi j'ai un compte, par exemple, CIBC, la banque n'est pas encore ce compte-là, ou peu importe si je suis dans RBC et ça n'existe pas ou je ne veux pas ouvrir, comment ça marche avec toi? C'est quoi les documents? C'est quoi la procédure? En fait, c'est relativement simple. Comme j'ai expliqué au départ, je suis planificateur financier, je suis conseiller en sécurité financière, donc je fais du placement aussi. Donc, on peut ouvrir un compte tout simplement, comme on ouvre un compte réel, tout bonnement. Et c'est pas très compliqué. Il s'agit tout simplement de remplir les formulaires. On le fait maintenant en ligne, on le fait à distance. La COVID a amené cette facilité-là qu'on n'avait pas autrefois. Autrefois, les documents en ligne, on reconnaissait plus ou moins cela. Aujourd'hui, c'est reconnu partout. Donc, on complète les documents, on procède au placement et le compte est ouvert. Puis, on s'inscrit pour l'année. Puis, les années suivantes vont suivre tout bonnement, suivant vos contributions à ce moment-là. Mais comme je vous dis, ce que vous mettez une année va être déductible d'impôt, donc dans votre rapport d'impôt de l'année en question. Donc, vous récupérez comme un REER. Donc, c'est là le grand attrait du régime en question. C'est très simple. On fait affaire. Écoutez, d'ailleurs, ne vous méprenez pas si vous allez chercher une hypothèque, vous allez aller marchander.
Donc, si vous avez votre CELIAP à une certaine banque, ben, c'est sûr qu'on va vous faire des pressions pour avoir l'hypothèque là. Est-ce que ça va être le meilleur taux? Pas sûr. Pas sûr. Donc, vous êtes mieux d'être libre dans tout ça. Là. Vraiment, pouvoir aller n'importe où. Là. Moi, ce que j'aime de ça, c'est comme un enfant dans les plat de bonbons. On peut choisir ce qu'on veut à ce moment-là. C'est ça ce qui est intéressant. Il y a tellement de joueurs aujourd'hui, il y a tellement de compétition. Il ne faut pas s'accrocher avec une institution seulement. Moi, je travaille avec toutes les compagnies dans les placements, puis chaque compagnie a certains bons placements. Est-ce que tous leurs placements sont bons? Non, pas du tout. Donc, il s'agit qu'on manœuvre là-dedans pour aller chercher ce qui est le mieux. On peut aller chercher chez plusieurs joueurs, il n'y a pas de problème. Donc, il s'agit vraiment d'aller chercher le maximum de la qualité qu'on peut aller chercher. Et pour ça, si on s'accroche avec un fournisseur, une institution financière, ben on s'éloigne de ça. C'est mon opinion. Pour être sincère. L'important, c'est une solution qui est bonne pour vous et non pour l'institution financière. Donc, il y a une autre question de Lina. Qu'est-ce qu'on peut acheter dans le CELIAP? Même chose qui pour CELI au Laurière? Oui, tout à fait. On peut avoir autant du placement garanti que des fonds communs, des actions. En revanche, ça serait un peu malhabile d'acheter un certificat de dépôt garanti s'il apparaît qu'à un moment donné, vous avez l'occasion d'acheter de quoi, puis vous ne pouvez pas briser votre placement, c'est pas très pratique entre vous et moi. Là, donc, il y a des CPG qui sont rachetables, d'autres qui ne le sont pas. Ceux qui sont les plus intéressants ne sont pas achetables, évidemment. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier que l'institution financière par laquelle vous déposez les sous, elle prête l'argent ailleurs. Donc, évidemment, elle ne voudra pas que vous remboursez. Donc, oui, tous les types de placements sont admissibles dans le CELIA, au même titre qu'un réel d'un CELIA. Super. Donc, merci beaucoup, Christian, pour ce webinaire. C'était très important. Je pense que les gens ont vraiment pris beaucoup d'informations. Donc, comme je dis avant, on va vous envoyer à tout le monde l'enregistrement de ce webinaire. Comme ça, vous allez pouvoir le regarder. Et si vous allez avoir des questions, même par après, vous pouvez toujours me texter. Et vous avez le numéro de Christian, vous pouvez lui appeler pour ses services, juste pour poser les questions. Super gentil. Il va répondre à toutes vos questions. Et comme je dis avant, c'était la première webinaire qui j'ai préparé. Donc, je vais préparer plusieurs webinaires. Mon but, ça va être aux 2 semaines. Donc, ça va être, comme je dis, dans les 2 domaines, c'est la richesse et la santé. Et le prochain webinaire qu'on va organiser en janvier, ça va être avec Jacques Beaulieu, le groupe Aladdin, et on va parler d'importance des nettoyages des conduites de ventilation, qui personne ne pense pas à ça. Et quand on va voir ça au détail, c'est vraiment un ordre qui on ne veut pas voir. Donc, c'est très important. Donc, ça, c'est la prochaine présentation. Je vais vous aviser, je vais vous envoyer une invitation, mais pour ce soir, je tiens à vous remercier pour votre temps, pour votre participation. C'était très important. Je vous souhaite joyeuses fêtes. Profitez avec votre famille. Amusez-vous et j'ai hâte de vous voir l'année prochaine. Et pour celles qui me voient peut-être la semaine prochaine au gym, je vous souhaite quand même joyeux Noël, joyeuses fêtes et on se voit la semaine prochaine. Joyeuses fêtes à tous. Merci. Merci beaucoup.